Nous allons maintenant étudier les familles de vecteurs en dimension finie. Donc dans tout paragraphe se place dans E un espace vectoriel de dimension finie qu'on appelle n, et on se donne une famille de P vecteurs qu'on note U1, UP, qui sont des vecteurs de E. Et donc on va voir qu'il y a des résultats qui relient la dimension de E qui est n, qui est le nombre d'éléments de ces bases, et le nombre d'éléments des familles de vecteurs qui est P. Alors, premier théorème concerne les familles génératrices. Donc j'ai appelé le théorème famille génératrice en dimension finie, extraction d'une base. Donc on va revoir des résultats qu'on a déjà vus dans le premier paragraphe. Donc on suppose que E est de dimension n et qu'il est engendré par P vecteur U1 UP. Alors dans ces cas-là, P et n sont reliés. Donc premier résultat, c'est qu'on peut extraire de F une famille de vecteurs qui va être une base de E. Donc F au départ est peut-être trop grande, il va falloir enlever certains vecteurs. Donc on en déduit que P est toujours plus grand que N. Donc c'est-à-dire que les familles génératrices ont toujours plus de vecteurs que la dimension. Il y a un nombre de vecteurs minimal qui est la dimension. Et troisième résultat qui est important, c'est que F est une base de E si et seulement si P est égal à N. Donc ces deux derniers points, on les retient sous la formule que la famille est génératrice minimale. En effet, au minimum, la famille doit avoir n vecteurs, et si ce minimum est atteint, la famille est une base. Donc on dira, la famille de vecteurs est génératrice et minimale de E, donc c'est une base de E. Alors voyons la démonstration. Donc on suppose que l'anti-n est la dimension de E, et on suppose que E est engendré par P vecteur U1 UP. Donc le premier point, c'est le corollaire 3. On a vu qu'on peut extraire de cette famille une base B de E. Donc ensuite, comme B est une sous-famille de U1 UP, le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre d'éléments de cette famille, est plus petit que P, puisqu'on a enlevé des vecteurs. Et comme B est une base de E, n qui est la dimension de E est égal au cardinal de cette base. Donc ces deux formules donnent bien que n est plus petit que P. Le cas d'égalité, alors n égale P, si on remonte ici, ça veut dire que la dimension de E est égale à P, et n c'est aussi le nombre d'éléments de la famille B, puisque B est une base de E. Donc si le nombre d'éléments de B est égal au nombre d'éléments de cette famille, comme B est une sous-famille, si elles ont le même nombre d'éléments, c'est qu'elles sont égales. Donc dire que n égale P est équivalent à dire que le cardinal de B donc, est égal au cardinal de U1 UP, et donc que B égale U1 UP. Alors si B égale U1 UP, ça veut dire que dans l'algorithme donné dans le corollaire 3 qu'on a utilisé ici, on n'a pas enlevé de vecteur, et donc dès le départ, notre famille U1 UP était une base de E. Et donc on a bien démontré le résultat. N est un minorant du nombre de vecteurs des familles génératrices, et il est atteint que pour des bases. Donc on peut en déduire cette formule très importante. Donc si on prend P vecteur quelconque d'un espace vectoriel E, qu'est-ce qu'on peut dire sur la dimension de l'espace qu'ils engendrent? Donc on a dit que vect de U1 UP est un SEV engendré par U1 UP. Donc d'après le théorème ci-dessus, si on appelle n sa dimension, on a n qui est plus petit que P. Donc on a une fâcheuse tendance à dire que P vecteur engendre un espace de dimension P. Donc c'est faux, P vecteur engendre un espace de dimension inférieure ou égale à P. Donc par exemple, si vous prenez 5 vecteurs, ils peuvent engendrer un plan si vous prenez les 5 vecteurs dans le même plan. Donc c'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait, le nombre de vecteurs ne donne pas la dimension. Et alors le théorème donne le cas d'égalité. Quand est-ce que la dimension de l'espace engendré par P vecteur est justement égale à P?
Eh bien, c'est quand ces p vecteurs forment une base de vecte de U1UP, et d'après le chapitre précédent, ceci est équivalent au fait qu'ils forment une famille libre. Donc si je prends par contre 5 vecteurs qui forment une famille libre, ils engendrent bien un espace de dimension 5. Voilà, donc ceci était un premier résultat sur les familles génératrices. Maintenant, on va voir un autre résultat encore plus important sur les familles libres. Or, ce théorème, il a un nom officiel, il s'appelle théorème de la base incomplète. Alors, c'est un peu trompeur, on pourrait plutôt appeler ça théorème de la famille libre incomplète, puisque c'est une famille libre qu'on va compléter, mais il s'appelle théorème de la base incomplète, donc on va l'appeler comme ça. Donc, théorème 9, on suppose que les vecteurs U1UP forment une famille libre, dans un espace de dimension n. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, cette famille, on peut la compléter en une base de E. On en déduit que P est plus petit que N. Donc c'est l'inverse de l'autre théorème. Les familles libres ne peuvent pas être aussi grandes qu'on veut. Leur nombre d'éléments est majoré par la dimension. Et alors comme ci-dessus, on a égalité si et seulement si notre famille est une base. Donc pour retenir ces deux derniers points, on va dire qu'une famille libre maximale est une base. C'est-à-dire une famille libre pour laquelle on atteint le nombre maximal d'éléments, qui est n, c'est exactement une base. Voyons la démonstration de ce théorème. Donc on appelle encore n la dimension de E. Donc d'après le premier paragraphe, E admet des bases, et par définition de la dimension, les bases ont n éléments. Donc on se donne une de ces bases qu'on appelle E1En. Ensuite, on se donne P vecteur U1UP, et on suppose qu'ils forment une famille libre. Alors, premier point, donc on raisonne encore une fois avec un algorithme. Donc initialement, on appelle B la famille des P vecteurs U1UP. Et on rentre dans l'algorithme, donc on a une boucle tant que. Donc l'espace vectoriel engendré par ces P vecteurs est inclus dans E. Et donc tant qu'il est inclus, mais non égal à E, donc on choisit un vecteur de E qui n'est pas dans vecte de B. Alors c'est possible, puisque vecte de B n'est pas égal à E. Et ce vecteur, on l'ajoute à la famille B. Et à la fin, donc, en sortie, on donne la famille B, donc, qui a été agrandie. Alors, que fait cet algorithme? Donc, au départ, la famille B est libre, c'est notre hypothèse. Dans la boucle, B est augmenté pas à pas d'un vecteur. Alors, ce vecteur, on choisit qu'il n'appartient pas à vecte de B. Donc, d'après le principe d'extension d'une famille libre, on sait que la nouvelle famille agrandie est encore libre. Donc, dans la boucle, on agrandit la famille tout en gardant le fait qu'elle est libre. En sortie, donc, la famille est libre, et en plus, on est sorti de la boucle, donc vecte de B est devenu égal à E. C'est ce qu'il y a là. Donc la B est libre, vecte de B égale E, donc B est une base de E, et elle contient la famille U1UP. Donc cet algorithme a bien permis de montrer qu'on peut compléter une famille libre en une base. Donc pour que ce soit toujours possible, il faut montrer que cet algorithme se termine tout le temps, c'est-à-dire que la boucle n'est pas infinie. Donc on a vu dans le théorème 4 que si la dimension est n, les familles qui ont n plus 1 vecteur sont liées. Donc on a déduit que les familles libres ont au maximum n vecteurs. Donc on en déduit que le nombre de vecteurs P est plus petit que n. Et donc si on complète la famille libre en une base, à la fin on doit arriver à n vecteurs. Donc au maximum, la boucle se fait n-p fois. Donc cet algorithme a bien un nombre fini d'étapes. Donc on a démontré le premier point. Alors le deuxième point, P plus petit que n, c'est le théorème 4, on vient de le dire au-dessus, où on peut le déduire du premier point, puisque une famille libre s'agrandit en une base, donc au départ, le nombre d'éléments de notre famille était plus petit que n, qui était la dimension.
Troisième point, donc c'est un peu le même raisonnement que dans l'autre théorème. Si P égale N, ça veut dire que notre famille, on n'a pas eu besoin de l'agrandir. Donc la famille B donnée par l'algorithme, ça reste la famille de départ. La boucle tant que ne se fait pas en fait. Et donc comme l'algorithme donne une base, c'est que notre famille était une base dès le départ. Donc l'algorithme n'a rien fait. Donc ceci termine la démonstration. Alors ce résultat, il est très très important. Il va faire gagner du temps, puisque il permet de montrer qu'une famille est une base, juste en montrant qu'elle est libre. On n'a pas besoin de montrer qu'elle est génératrice. Donc ça fait beaucoup moins de travail. En plus, on a peu vu en TD comment vérifier qu'une famille était génératrice. Donc effectivement, grâce à ce théorème, on n'aura pas besoin de le faire. Alors, on va voir toute une série de petits exemples pour utiliser ce résultat. Donc, premier exemple, on prend deux vecteurs de R carré, 1, 1 et 1, moins 1. Alors, ils sont non collinéaires, donc ils forment une famille libre. Cette famille est formée de deux vecteurs, et la dimension de l'espace où on est, c'est R carré, c'est 2. Donc, elle est libre maximale, donc c'est une base de R2. Bon. Et donc, sans faire aucun calcul de système linéaire, j'ai réussi à montrer que c'est une base. Bon, par contre, il faut quand même donner justification. On voit qu'au lieu de résoudre un système linéaire, j'ai dû écrire quand même quelques phrases. Alors, deuxième exemple sur les droites vectorielles. On sait qu'une droite vectorielle de E, c'est engendré par un vecteur non nul. On va montrer qu'en fait, si on prend n'importe quel vecteur non nul, il engendre la droite. Donc le vecteur U, c'était il existe. On peut remplacer par un quantificateur, quel que soit, c'est vrai pour tous les vecteurs. Alors pour montrer que vecte de U égale vecte de V, on pourrait faire par double inclusion, mais c'est un petit peu long. Là, on a un argument plus simple. Donc une base de F, c'est le vecteur U. Donc dimension de F, c'est 1. Et ensuite, si on prend n'importe quel vecteur non nul de F, et bien ce vecteur non nul est une famille libre. Elle est maximale puisqu'il y a un vecteur et F est de dimension 1. Donc cette famille est une base de F. En particulier, elle est génératrice. Donc F égale vecte de V. Donc là, on voit que c'est assez surprenant. En fait, pour montrer que la famille est génératrice, on montre qu'elle est libre. Comment est-ce possible? C'est parce que si elle est libre maximale, elle est une base, donc elle est génératrice. Donc il va falloir s'habituer à ce genre de raisonnement qui sont un petit peu nouveaux. On va le refaire avec un plan. Alors si f est un plan vectoriel, par définition, il existe deux vecteurs non collinéaires, tels que f et l'espace engendré par ces deux vecteurs. Et bien on va voir que pour ces deux vecteurs, en fait, on peut prendre n'importe quel couple de vecteurs du plan non collinéaire. Donc on peut remplacer U1 par V1, V2 non collinéaire. Donc pareil, au lieu de faire par double inclusion, on va faire un argument de dimension. Donc, notre espace F est engendré par deux vecteurs non collinéaires. Donc, une base, c'est U1, U2. Et donc, la dimension de F, c'est 2. Ensuite, si on prend deux autres vecteurs V1, V2 qui sont non collinéaires, donc la famille est libre. Et elle est maximale puisque deux vecteurs et dimension de F égale 2. Donc, elle est une base de F. Donc, elle est génératrice de F. Et donc, F égale vecte de V1, V2. Donc là, on voit que c'est quand même assez efficace. Alors, quatrième exemple. Dans un espace de dimension n, toute famille de n plus 1 vecteur au plus est liée. Bon, ça, c'était le théorème 4. Mais ça paraîtra peut-être plus clair avec ce théorème. Si la famille est libre, son nombre de vecteurs est plus petit que n. Or, n plus 1 est plus grand strictement que n. Donc, forcément, la famille est liée. Ah. Et le cinquième exemple est très important. Il est un peu plus général que les autres, puisque là, on ne va pas avoir des familles avec un ou deux vecteurs, mais avec un nombre quelconque de vecteurs. Alors, cet exemple, il marche dans l'espace des polynômes. Donc là, on prend n plus 1 polynôme non nul de l'espace kn crochet x des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Et on suppose qu'ils sont de degré échelonné. Donc on a des polynômes P0, P1, Pn,
tels que leurs degrés sont dans l'ordre strictement croissant et inférieur ou égal à n. Donc là, il est assez facile de voir que si on a n plus 1 entier dans l'ordre strictement croissant et plus petit que n, ces entiers, c'est forcément tous les entiers de 0 à n. Donc en fait, le degré du polynôme P indice K, c'est K. Alors cette famille, on sait qu'elle est libre, puisque les polynômes sont non nuls de degré échelonné, c'est l'autre chapitre. Ensuite, elle est formée de n plus 1 vecteurs, de kn crochet x, et on a vu que la dimension de kn crochet x est n plus 1. Donc on dit qu'elle est libre maximale. D'après le théorème de la base incomplète, c'est une base de kn crochet x. Donc ça va resservir assez souvent. Encore une fois, je n'ai fait absolument aucun calcul. J'ai réussi à trouver une base de kn crochet x. Donc bien sûr, il faudra remplacer les calculs par des phrases. Alors, donc un corollaire qui précise un petit peu. Donc si on a déjà une famille génératrice de E, alors on peut choisir des vecteurs dans cette famille pour compléter notre famille libre. Donc ça en fait c'est ce qu'on a fait dans la démonstration. Et pour s'en rappeler, je vous l'ai rappelé dans le corollaire. Donc par exemple, on vous demandait des fois de compléter une famille en une base. On va voir cet exemple. Donc on vous donne deux polynômes de degré 2, x carré plus 1. Alors ils sont non colinéaires, donc ils forment une famille libre. On est dans l'ensemble K2 crochet x qui est de dimension 3. Donc en fait, il faut compléter notre famille avec un troisième polynôme. D'après le principe d'extension des familles libres, ce troisième polynôme ne doit pas appartenir à vecteur de P1, P2. Comme cela, les trois vecteurs formeront encore une famille libre. La famille sera maximale puisque 3 vecteurs en dimension 3, et donc ce sera une base. Alors, comment choisir le polynôme P3 ? Donc, d'après notre corollaire, on peut le prendre dans n'importe quelle famille génératrice. Alors, dans K2 crochet x, on va prendre la base canonique. La base canonique, c'est 1xx carré. Donc, il y en a un des trois qui va compléter correctement notre famille. Alors, si on regarde, c'était x carré plus 1, il n'y a pas de x. Donc on se dit qu'on va choisir P3 égale x. Alors, même avec des raisonnements comme ça, un peu intuitifs, on ne peut pas directement conclure que la famille est libre, parce qu'il y a trois vecteurs. Donc on fait un petit calcul, on se donne trois scalaires qui donnent une combinaison linéaire nulle. Avec un petit système, on trouve que ces trois scalaires sont nuls, donc là oui, on est sûr que la famille est libre. Et ce qu'on a dit au-dessus, elle était maximale, donc on a une base de K2 de x. Donc en gros, dans les espaces vectoriels usuels, qui sont k puissance n, kn crochet x et mnp de k, pour compléter des familles libres, on peut aller piocher certains éléments de la base canonique. Alors, dernier résultat, alors là j'ai appelé ça principe des tiroirs en algèbre linéaire. Donc on verra pourquoi après. Donc on prend E un espace de dimension n, et f une famille de n vecteurs. Donc là c'est le cas où il y a égalité entre la dimension et le nombre d'éléments de notre famille de vecteurs. Alors dans ce cas-là, on a l'équivalence de trois propriétés. La famille est une base de E, la famille est libre, la famille est génératrice de E. Alors la démonstration est très simple. 1 équivalent à 2, c'est le théorème de la base incomplète, le théorème 9. 1 équivalent à 3, c'est le théorème 8. Et donc si 1 est équivalent à 2 et que 1 est équivalent à 3, on a par transitivité 2 qui est équivalent à 3. Alors pourquoi principe des tiroirs ? Dans le chapitre sur les applications, on a vu que si l'ensemble de départ et d'arrivée ont le même cardinal, on avait équivalent pour une fonction d'être bijective, injective et surjective. Donc là ça ressemble un petit peu. Du coup j'ai encore appelé ça principe des tiroirs. Pour être honnête, c'est moi qui ai inventé ce nom. Ce théorème n'a pas vraiment de nom, mais par contre il est très important. Donc retenez qu'en dimension n et qu'on a n vecteurs, f est une base si et seulement si elle est libre. Donc c'est la fin de ce paragraphe.